douleurs articulaires qui persistent, fatigue inexpliquée, règles douloureuses qui vous clouent au lit, troubles digestifs. Et si tous ces symptômes provenaient d'un phénomène unique, l'inflammation chronique. Cette inflammation est silencieuse et elle touche des millions de personnes. Certains ont des symptômes, ont des douleurs et vraiment des inconforts quotidiens, tandis que d'autres souffrent d'inflammation chronique mais ne le savent toujours pas. Et ça, c'est lié à nos modes de vie, à ce que nous mangeons, et nous allons voir que l'alimentation peut jouer un rôle très important sur l'inflammation. Finalement, l'inflammation, c'est quoi? C'est un processus qui est naturel. Si vous vous coupez au niveau du doigt, vous allez avoir 4 choses caractéristiques de l'inflammation. Une douleur, une couleur plutôt rouge, quelque chose de plutôt gonflé, et vous allez aussi pouvoir sentir de la chaleur. Ça, c'est signe que votre corps met en place tous les processus pour vous protéger de cette agression et pour faire en sorte de vous, finalement, soigner. Il y a un afflux massif via la circulation sanguine de tout un tas de cellules qui vont aider à cicatriser et à lutter contre cette inflammation. Donc ça, c'est la partie visible. On le voit, on le sent, on a mal. C'est quelque chose qui est ultra facile et reconnaissable. Par contre, l'inflammation chronique, elle, on l'appelle souvent inflammation à bas bruit, parce qu'en fait, on ne l'entend pas, on ne la voit pas, sauf si on a des douleurs, sauf si on a des symptômes caractérisés. Autrement, il se peut qu'on passe une vie avec une légère inflammation qui dérègle en quelque sorte notre métabolisme, mais qu'on ne s'en rende pas forcément compte. Donc finalement, quand est-ce qu'on peut adopter une alimentation anti-inflammatoire ? On peut être tous concernés parce que nos modes de vie actuels et notamment la surconsommation de produits industriels, de sucre, de céréales raffinées, d'additifs et de tous les sucres rajoutés fait que ça peut être propice à créer des inflammations. Et ensuite, toutes les personnes qui vont souffrir de maladies inflammatoires. Donc par exemple, l'endométriose, si vous avez des polyarthrites rhumatoïdes, si vous avez des problèmes digestifs ou des troubles digestifs avec des inflammations chroniques, ça peut être intéressant effectivement de mettre en place une alimentation anti-inflammatoire. On remarque aujourd'hui que de nombreuses maladies chroniques sont liées à de l'inflammation. On pense notamment à la maladie de Crohn, à la maladie d'Alzheimer, à certains cancers, à certaines maladies notamment articulaires et même plus récemment l'endométriose. Donc parmi les facteurs qui favorisent l'inflammation, on va retrouver bien sûr le stress oxydatif auquel le corps peut être soumis, et ce stress oxydatif entraîne le vieillissement prématuré de vos cellules. Et on va voir qu'il y a des aliments qui justement peuvent vous aider à lutter contre ce stress oxydatif. On va retrouver également la pollution, l'alimentation et le stress aussi chronique qui est le stress auquel on est soumis quotidiennement par notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Alors justement, que faudrait-il manger si on veut mettre en place une alimentation anti-inflammatoire? Déjà, des fruits et des légumes. Plus particulièrement, des fruits plutôt type des baies, des myrtilles, du cassis, des groseilles. Vous pouvez en consommer autant que vous voulez. Au petit déjeuner, à la fin des repas, pour la collation de l'après-midi ou du matin, bref, c'est vous qui voyez. Ces fruits-là, ils sont riches en antioxydants et c'est notamment eux qui vont aider à lutter contre le stress oxydatif. Ils vont protéger vos cellules et vont en quelque sorte vous aider à lutter contre l'inflammation. Ensuite, les légumes. Les légumes, notamment les légumes verts, le chou, le brocoli, en fait, ils vont avoir là aussi des composés qui vont aider à lutter contre l'inflammation. En quelque sorte, si vous mangez des brocolis et des myrtilles, les constituants de ces aliments-là vont protéger vos cellules contre les agressions et aider à réduire ce processus inflammatoire. Et plus globalement, les fruits et les légumes, le tout, c'est d'en consommer, parce qu'ils contiennent des fibres. Et les fibres, elles nourrissent votre microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est un peu comme un maillage, c'est une barrière qui est dans nos intestins et qui va protéger notre organisme contre les substances toxiques qui pourraient pénétrer dans l'organisme et créer finalement un peu le bazar. Et des substances toxiques qui pénètrent dans l'organisme, vous vous doutez bien que l'organisme va essayer de se défendre, exactement comme la coupure, et donc du coup, il va déclencher un processus inflammatoire pour lutter contre ces substances toxiques. Donc, consommer des fibres permet de renforcer cette barrière intestinale. Donc globalement, les fruits et les légumes en général, il faut végétaliser davantage votre alimentation. Donc là, vous avez le choix. Cru, cuit, donc que ce soit en entrée, que ce soit en dessert, par exemple une compote, vous pouvez les consommer en papillote, sur le grill, cuit à la poêle, dans une salade, vous avez le choix. Le tout, c'est d'en manger. Si vous partez de zéro, il faut progressivement en remettre dans votre alimentation, dès le petit déjeuner par exemple avec des fruits. Bien sûr, indispensable le midi et le soir, une bonne portion de légumes.
pouvez aussi rajouter des fruits. Bref, il faut qu'il y ait davantage de fibres, de minéraux, de vitamines, d'antioxydants dans votre alimentation. Ensuite, les oméga 3. Les oméga 3, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des acides gras, donc des matières grasses. On va les retrouver principalement dans les poissons gras, le saumon, les sardines, le maquereau. Vous pouvez en consommer 2 à 3 fois par semaine. Alors là, c'est pareil, si vous n'en mangez pas du tout, allez-y progressivement, introduisez ça dans des plats, dans des entrées. En tout cas, les oméga 3 vont aussi aider à justement limiter cette inflammation. C'est important d'en avoir régulièrement. Vous pouvez également les trouver dans les graines, comme les graines de lin, les graines de chia. Ça, vous pouvez les incorporer directement dans vos desserts. Voilà, dans un yaourt, c'est vraiment vous qui décidez là aussi. Le tout, c'est d'en avoir. Donc, d'être organisé, d'en avoir à la maison. Et si vous en avez, vous les utiliserez parce que c'est pas très contraignant. Et enfin, dans les oméga 3, le plus facile à utiliser, les huiles. Donc là, j'en recommanderais 3, l'huile de lin, l'huile de colza et l'huile de noix. Surtout, consommez-les crus. Ne les faites pas chauffer. Si vous les faites chauffer, vous allez perdre la qualité de l'huile et donc, in fine, la matière grasse que vous allez ingérer ne sera pas si bonne pour la santé et n'aura pas forcément ces caractéristiques anti-inflammatoires. Pour résumer, vous pouvez incorporer des graines dans vos yaourts, dans vos salades, dans vos plats, des oméga 3 via des poissons 2 à 3 fois par semaine et ensuite utiliser beaucoup d'huile, notamment pour faire des vinaigrettes. Vous pouvez également trouver des oméga 3 dans les noix, donc là aussi vous pouvez consommer une petite poignée de noix par exemple en collation. Donc c'est assez facile finalement d'incorporer des aliments riches en oméga 3 et ça va vraiment vous aider sur le plan anti-inflammatoire. Après on retrouve les épices, le curcuma, le gingembre, la cannelle, le poivre noir. Donc là aussi, le tout, c'est d'en avoir à la maison et vous les utiliserez. Vous pouvez utiliser du gingembre avec du poulet, par exemple, de la cannelle, super bon, que vous pouvez mettre dans vos desserts, sur vos fruits, dans des yaourts, si vous faites des gâteaux maison, dans les gâteaux, excellent. Et la cannelle aussi, j'oubliais, ce qui est très bon, vous pouvez, si vous en consommez, dans des boissons. Vous pouvez prendre un lait végétal ou un lait en fonction de ce que vous consommez, et chaud, avec un petit peu de miel, et mettre un peu de cannelle, c'est super bon. Le curcuma, pareil, c'est une épice qu'on peut utiliser beaucoup dans les plats et il faut savoir que le curcuma est composé de ce qu'on appelle la curcumine qui va bloquer les voies inflammatoires. Donc finalement, ces épices-là aussi, faciles à utiliser, il vous suffit de vous en procurer et c'est quand même assez facile d'en mettre de temps en temps voilà, dans l'alimentation. Après, il y a tous les aliments qui sont fermentés. Les yaourts, le kéfir, la choucroute, il y a aussi des boissons qui sont fermentées, le kombucha par exemple. La fermentation amène en fait des probiotiques, en gros des bactéries, et ces bactéries-là, elles vont là aussi nourrir votre microbiote intestinal et vous protéger. Et il faut savoir que les nutriments sont absorbés par l'intestin. Donc il y a quand même un avantage certain à renforcer cette barrière-là pour se protéger et pour que les organismes toxiques ne rentrent pas dans notre corps. Après, on va retrouver les céréales complètes et les légumineuses. Alors, les céréales complètes, les pâtes complètes, le pain complet, et les légumineuses, les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles vertes, les lentilles corail, bref, là aussi vous en avez pas mal. Le point commun avec les fruits et les légumes, c'est qu'il y a des fibres. Là aussi, on en revient à notre histoire de microbiote, donc hyper intéressant. Et le deuxième point qui est particulièrement intéressant, c'est que la présence de fibres et ces aliments-là, de fait, ont un impact moindre sur la glycémie. Quand l'on mange, on ingère donc des sucres, donc là il y a des sucres complexes qui sont présents dans les céréales, dans les légumineuses, ils sont absorbés au niveau intestinal. À partir du moment où on a des fibres, à partir du moment où on a d'autres nutriments que des sucres, l'absorption intestinale va être limitée. C'est-à-dire que le sucre, il va rentrer moins vite au niveau de la circulation sanguine. Et c'est là que ça fait la différence. Parce que lorsque le taux de sucre augmente dans le sang, le pancréas va sécréter de l'insuline qui va avoir pour rôle d'enlever le sucre qu'il y a dans le sang pour nous protéger. Et le problème, c'est que cette exposition chronique à l'insuline crée en fait et favorise ce terrain inflammatoire. Donc plus vous allez manger des sucres, et on va le voir dans les aliments à limiter, plus vous allez finalement activer ce système d'insuline, ça renforce l'inflammation de votre corps. C'est pour ça que choisir des sucres complexes va limiter justement le taux de sucre que vous aurez dans le sang, et choisir des sucres complexes qui contiennent des fibres, comme notamment les céréales complètes et les légumineuses, c'est encore mieux.
Et enfin le dernier, c'est pas un aliment, c'est une boisson, c'est le thé vert, particulièrement le thé matcha. Là aussi, ce sont de puissants alliés contre l'inflammation. Donc vous avez tout un tas d'aliments là que vous pouvez essayer d'incorporer petit à petit dans votre alimentation. Si vous consommez pas du tout ces aliments, pas de panique. L'idée c'est de le faire progressivement. Donc au début, concentrez-vous peut-être à apporter un peu plus de fruits et de légumes à votre alimentation. Une fois que ça s'est calé, que c'est acquis, que vous avez des habitudes, laissez-vous quelques semaines. Si vous avez 20 ans d'alimentation pro-inflammatoire, bon ça sert à rien de se dire on va tout changer en une semaine. Par contre, allez-y progressivement, avoir des changements durables, c'est avancer lentement mais sûrement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer peut-être à incorporer des pâtes complètes, des légumineuses qui vous apportent aussi des protéines, peut-être changer les méthodes de cuisson, avoir peut-être plus de crudité, comme ça vous pouvez utiliser une petite vinaigrette avec de l'huile de colza, hop, vous avez des oméga 3. Prenez le temps, essayez de voir quels sont les endroits où vous pouvez progresser et aussi les choses que vous faites déjà très bien et que vous pouvez conserver. Mais en tout cas, la meilleure façon d'avancer, c'est de faire les choses à votre rythme. Finalement, maintenant, quels sont les aliments qu'on va essayer d'éviter? Alors, quand je dis éviter, c'est pas on va tout supprimer, on va tout changer d'un coup encore, pas forcément, mais qu'on va peut-être consommer de façon moins importante. En premier lieu, on va retrouver les aliments ultra transformés. Donc là, c'est facile. Les aliments ultra transformés, ils vont contenir bien trop de sel, bien trop de sucre, des additifs, des conservateurs, des colorants. En fait, les additifs notamment vont venir détériorer votre microbiote intestinal. Donc, on n'a pas forcément trop intérêt à aller altérer notre barrière intestinale. Si c'est pour qu'il y ait des substances toxiques qui rentrent dans l'organisme et qui créent de l'inflammation, si vous avez déjà de l'inflammation, bon, c'est pas forcément une bonne idée. Et si vous n'avez pas d'inflammation, c'est pas non plus une très bonne idée parce que l'idée c'est quand même de préserver notre microbiote tel qu'il est et de ne pas lui ajouter des substances qui vont l'agresser. Ensuite, tous les sucres raffinés. Donc là, on va parler notamment du sucre de table, on va parler aussi du sirop de glucose-fructose. Donc là, c'est un sucre qui est beaucoup utilisé par les industriels. Vous pouvez regarder si vous avez des biscuits ou des bonbons à la maison, regardez un peu la composition. Ce sont des sucres qui ont été soit fabriqués, soit extraits et qui sont rajoutés dans des préparations. Et ça, c'est pas très intéressant. A contrario, un sucre qui est naturel et qui est dans son aliment d'origine, c'est par exemple le fruit. Le fructose, c'est le sucre du fruit, il est dans son milieu naturel. Là, c'est intéressant de consommer du sucre, parce que c'est un sucre naturel dans un aliment naturel. Or, tous les sucres rajoutés vont venir abîmer votre microbiote intestinal. Et en plus de ça, ils vont venir augmenter votre glycémie. Donc le sucre au niveau intestinal va être absorbé beaucoup plus rapidement, donc vous allez avoir une quantité importante de sucre dans la circulation sanguine, le pancréas va devoir envoyer de l'insuline et vous allez avoir une forte exposition à l'insuline et souvent quand on a l'habitude de manger des produits sucrés, le sucre appelle le sucre, on va avoir tendance à être souvent exposé à l'insuline et c'est là que cette exposition chronique à l'insuline va aussi engendrer une inflammation chronique. Sans compter que sur le plan nutritionnel, il n'y a pas vraiment d'intérêt à consommer ce type de sucre-là. C'est ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire qu'ils n'apportent pas de vitamines, pas de minéraux en fait, si ce n'est de la calorie pure. Donc là aussi, c'est pas forcément à exclure, à bannir complètement, mais il faut pas que ce soit dans vos habitudes alimentaires. Et ensuite, on va retrouver les farines et les céréales raffinées. Par exemple, la baguette blanche, les pâtes, les farines blanches. Là, on va plutôt essayer d'aller vers du complet, d'aller vers des farines un peu spéciales, des pains nordiques, des pains au seigle, pour pouvoir justement avoir des fibres et pour pouvoir éviter qu'on ait un index glycémique qui soit trop haut. Et pour finir, on va retrouver les mauvaises graisses. Donc les mauvaises graisses, c'est on va dire les acides gras qui sont dits saturés. Et on retrouve également les acides gras trans. Les acides gras trans, ce sont des acides gras qui sont fabriqués par les industriels dans leur procédé de fabrication des aliments. En fait, ce sont des matières grasses chauffées à haute température et qui du coup n'ont plus trop d'intérêt après sur le plan nutritionnel. Donc finalement, on retrouve quoi comme aliments dans ces listes-là? On va retrouver les viennoiseries et les pâtisseries industrielles, les fritures et les fast-foods, les snacks emballés comme les chips, les biscuits apéritifs, les plats préparés riches en colorants et en conservateurs, les sauces en bouteille et les vinaigrettes industrielles, les boissons sucrées, les sodas, et après tout ce qui est viande grasse, les charcuteries, etc. Et enfin, le fromage. Alors on parle aussi beaucoup du gluten et du lactose.
lactose. Donc le gluten est une protéine, c'est la protéine du blé, donc elle est majoritairement et fortement présente dans le blé, mais aussi dans d'autres céréales. Le gluten, en fait, fondamentalement, c'est une protéine qui est dite pro-inflammatoire. Mais après, ça va dépendre de chaque individu. Souvent, ce qu'on observe, c'est que beaucoup de gens se disent intolérants au gluten. C'est vrai, mais quand c'est étiqueté, bah ok, on évite le gluten. Et là, je peux vous dire qu'il y a énormément d'aliments que vous allez devoir retirer de votre alimentation. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que le gluten, il est présent essentiellement dans le blé et on mange beaucoup trop de céréales. Donc beaucoup de pâtes, beaucoup de pain, beaucoup de produits industriels comme les céréales pour le petit déjeuner, etc. Et en fait, oui, on est très fortement exposé au gluten. Ça veut pas dire qu'on ne le tolère pas ou qu'on est intolérant, mais ça veut juste dire que notre alimentation est très basée sur les céréales. Donc, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'intolérance particulière en mangeant du pain, en mangeant des pâtes, etc., bon, ben, vous pouvez continuer de consommer du gluten. Après, l'idée, si vous consommez du riz, vous n'aurez pas de gluten, par exemple. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller aussi vers d'autres types de féculents pour justement ne pas consommer que du blé, par exemple. Et enfin, le lactose. Le lactose, c'est un sucre qui est présent dans le lait, dans les produits laitiers. La teneur en lactose, là aussi, c'est pareil. Elle est différente en fonction de si on prend un verre de lait, il y aura plus de lactose que si on prend un yaourt, en fonction du lait qu'on consomme, etc., etc. Donc là aussi, si vous buvez un verre de lait, que vous êtes tout de suite pas bien et que vous avez une intolérance, effectivement, ça va créer une réaction de la part de votre organisme et ça va créer une inflammation. Ok, on arrête. Par contre, s'il n'y a pas forcément de choses qui vous dérangent à proprement parler, c'est peut-être juste un effet dose. C'est-à-dire que peut-être que de boire un bol de lait, c'est trop, mais peut-être qu'un verre de lait, ça passerait. Donc là aussi, c'est à tester. N'évincez pas pour évincer, parce qu'après, vous allez vous retrouver à ne plus rien consommer. Mais par contre, faites des tests. Essayez de voir en réduisant un peu les quantités par rapport à ce que vous consommez d'habitude. Ok, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, et ça va vous permettre justement d'ajuster. Donc là aussi, je tiens à le dire, mais il n'y a aucun aliment qui est diabolisé. On essaie de trouver les meilleurs aliments pour mettre en place une alimentation anti-inflammatoire. Ça veut pas dire qu'il faut supprimer tout ce qu'on fait, faire table rase, mais en tout cas, aller vers les aliments qui sont plus simples, plus naturels, ça va grandement vous aider. Et c'est ce que je disais en préambule aussi, c'est que c'est bien pour la partie inflammatoire, mais c'est bien aussi pour rester en bonne santé. Bon, finalement, ce qui va compter, c'est pas chaque aliment de façon isolée, mais c'est le tableau global. C'est-à-dire, si vous buvez énormément de thé matcha mais qu'à côté vous consommez énormément de sucre raffiné, des bonbons, des gâteaux, des biscuits, des plats préparés, bref, que vous avez tout un tas de substances qui sont pro-inflammatoires auxquelles vous êtes exposé toute la journée mais vous buvez 3 litres de thé, ça fera pas la différence en fait. Ce qu'il faut c'est qu'il y ait suffisamment d'aliments qui soient cohérents et dans le sens d'une alimentation anti-inflammatoire pour que là vraiment on ait des choses qui aillent un peu dans le même sens et qui vous aident réellement. En adoptant une alimentation anti-inflammatoire, on s'aperçoit qu'on peut avoir de vraies réponses, notamment sur les marqueurs de l'inflammation, et notamment sur la CRP. Donc c'est pas inintéressant de le mettre en place, de vous fier à vos symptômes, de voir si vous avez des ressentis qui sont positifs, si vous vous sentez mieux. Voilà, ça c'est vraiment propre à chacun en fonction effectivement des symptômes que vous avez. Après, on s'aperçoit que pour une pathologie comme l'endométriose, avoir une alimentation anti-inflammatoire peut aussi aider à réduire l'intensité des douleurs. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. L'alimentation anti-inflammatoire n'est pas un substituant à la médecine. Donc si vous avez des problèmes de maladies qui provoquent des inflammations chroniques, si vous avez des douleurs, des maux, etc., consultez votre médecin, prenez un avis médical et l'alimentation anti-inflammatoire peut être mise en place en parallèle d'un traitement médicamenteux par exemple. Donc si cette vidéo a été utile, n'hésite pas à la partager, à liker, à t'abonner. Ça pourra aussi permettre à l'algorithme de pousser ma vidéo encore plus et puisse être diffusée à des personnes qui en ont aussi besoin. Si tu as mis en place déjà une alimentation anti-inflammatoire ou si tu as des douleurs, des choses, que tu as des questions tout simplement, n'hésite pas à les partager en commentaire, ça pourra également aider d'autres personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt sur Toyuke Nutrition pour de nouveaux conseils nutritionnels.